C'est bon. Ok, donc merci, un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. Un grand merci à vous aussi d'être resté pour ce sujet qui parle certes du vieillissement, mais pas que du vieillissement, des conduites addictives, donc du sujet âgé, un sujet qui est très peu connu, très peu, on va dire, présenté. Je vais juste faire éventuellement un petit sondage qui connaît le sujet, qui dans la salle. D'accord. Très, très bien. Oui, monsieur je vois. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, très peu de personnes. Oui, en effet. C'est un sujet qui est particulièrement méconnu. Alors bien, je me présente. Donc, je suis Alba Moscato. Je suis docteur en psychologie. Je suis chargée de cours à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, et puis je suis membre du laboratoire de psychopathologie et processus de santé de Paris Descartes. Ça fait un petit moment, donc ça fait à peu près 15 ans, puisque j'ai entendu les intervenants dire combien de temps ils travaillaient sur le sujet. Ça fait à peu près 15 ans donc, que je travaille sur ce sujet-là. Et puis, alors, je voudrais excuser mon collègue, donc Pascal Ménessier, qui, lui, est praticien hospitalier, qui, lui, est gérontologue, addictologue, qui devait venir présenter donc ce diaporama avec moi et qui, pour des raisons personnelles, donc ne pourra pas le faire. Mais ceci dit, nous nous sommes arrangés ensemble et parce que nous avons l'habitude de travailler et de présenter ce sujet ensemble, nous avons préparé donc ce diaporama ensemble. Voilà. Alors, voilà, je lui ai dit, je lui ai dit que j'allais quand même parler un petit peu de ses travaux pour excuser le fait qu'il ne soit pas là. Et donc, je vous ai mis quelques références, notamment des livres qu'il a écrits, donc pour ceux qui désirent, voilà, un petit peu, eh bien, on va dire, se former ou tout au moins essayer de comprendre ce qui se passe chez le sujet âgé, donc, et dans les addictions. Voilà. Alors, je voudrais aussi interroger un peu, dans un premier temps, vos représentations. Alors, les représentations du vieillissement, vous l'avez certainement, vous en avez quelques-unes, mais les représentations d'une personne âgée qui s'alcoolise, là, j'avoue que ça touche certainement beaucoup plus. On a des représentations sociales, mais on a aussi des représentations donc individuelles. Au sens large, on a tous connaissance dans notre famille, au sens large bien sûr, de quelqu'un qui boit, et peut-être d'une personne âgée. Voilà. Donc le vieillissement, c'est pas comme ça qu'on le conçoit. Le vieillissement, c'est aujourd'hui, c'est plutôt, j'ai l'habitude de dire ça devant les étudiants, mais je vais vous le dire, c'est plutôt la personne âgée qui fait des croisières Costa. Bien sûr. Pas forcément celui qui reste tout seul à son domicile, puisque ce sont souvent des personnes âgées qui restent à leur domicile, donc que l'on ne voit pas, donc qui s'alcoolisent. Eh bien, on va regarder les représentations. Vermette, qui est canadien, québécois très exactement, donc nous fait part d'une des représentations éventuellement de la société. Être vieux et alcoolique, eh bien, a quelque chose de doublement honteux, voire de misérable. Une telle misère eh bien, suscite davantage de la pitié que de la compassion, car elle est perçue comme un mal auquel seule la mort donc peut mettre fin. C'est très dur, c'est très violent. En France, en 86, eh bien, certains auteurs, alcoologues, se permettaient de dire les vieilles gens eh bien, ne deviennent que rarement alcooliques. Rarement. Déni. Quel beau déni. Mais, hop là, c'est là. Culturel aussi. Culturel. Bien plus tôt, combien là, hier à table nous parlions de représentations qui vantaient les mérites de l'alcool il y a quelques années encore. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce même schéma de pensée. Mais c'est aussi parce que, aussi, auparavant donc les mérites de l'alcool, mais là aussi, on parlait aussi éventuellement donc de l'ivrognerie. Là, c'est une publicité de chocolat, une petite image, vous savez, qu'on donnait éventuellement aux enfants.
Voilà. Et que le respect et l'affection que l'on pouvait adresser à quelqu'un qui s'alcoolisait, eh bien, était plutôt à mettre de côté. Alors, je le disais, le vieil homme, mais si j'interroge vos représentations de la vieille femme qui s'alcoolise, là, personne ne parle, hein, personne ne chuchote, c'est encore plus compliqué, c'est de l'impensable, ce genre de choses. Ma vieille mère qui s'alcoolise, c'est compliqué. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est plutôt dans le jeunisme, et donc on préfère voir ce type de publicité. Il vaut mieux boire de l'eau. Regardez cette vieillesse épanouie qui est là, ces femmes qui sont belles, qui sont merveilleuses. Voilà. Alors, c'est aussi pour ça que l'on ne parle pas beaucoup d'alcool, du sujet âgé. Alors, je parle de l'alcool parce que c'est un produit. Généralement, il est associé avec le tabac, mais peu importe. C'est le produit qui est le plus consommé par les personnes âgées, en termes de produits, hein, j'entends. Donc voilà, tout est dit, ou presque. C'est un sujet, je vous l'ai dit, qui est totalement méconnu. C'est une question qui est peu investie, même par les professionnels hein, du corps médical, de la santé, les psychologues. C'est des représentations négatives, c'est des affirmations, généralement. Non, mais lui, il boit, on le sait. Et alors là, les représentations, parce que c'est une personne âgée, depuis le temps qu'il boit. On peut bien lui laisser ça. Il va bientôt mourir. C'est le dernier plaisir que l'on peut lui faire en lui donnant. C'est ça qu'on entend dans des réunions. J'animais une réunion avec des médecins généralistes dans la banlieue parisienne et c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous nous embêtez avec votre sujet? Qui meurt de ça ou d'autre chose? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce type de réflexion que l'on entend. Et puis systématiquement, eh bien, dans les études, il y a des comparaisons avec les jeunes, alors qu'il y a véritablement une spécificité chez le sujet âgé, donc qui a des conduites d'alcoolisation. Alors quelques chiffres. On voit là parmi les 3 produits qui sont consommés par les personnes âgées, on voit bien que l'alcool est le seul produit donc, qui augmente avec l'âge. La proportion de personnes donc, augmente avec l'âge. C'est des chiffres de l'INPES. Alors avec l'âge, eh bien, on sait qu'il y a des conséquences par rapport à l'alcoolisation. Il y a une tolérance de l'organisme hein, qui diminue. Du fait, bien sûr, du vieillissement physiologique, mais aussi de la vulnérabilité qui est liée aux maladies, qui est liée aux médicaments. Hein. Avec l'âge, eh bien, il y a certes une diminution des quantités qui sont bues, hein, mais une augmentation des non-consommateurs, mais aussi une augmentation des consommateurs réguliers d'alcool. Et puis, surtout, un maintien de la prévalence des mésusages. Mésusages étant les abus, étant les dépendances. Donc un maintien de cette conduite. Pour les plus de 65 ans, aujourd'hui, c'est 10% globalement de la population générale. 10% de la population de 65 ans. 10% tout en sachant qu'il n'y a pas d'outils de dépistage pour les personnes âgées. Donc c'est de l'approximatif. On sait qu'à peu près à l'hôpital, et notamment dans les urgences, c'est 14% donc, des personnes âgées qui rentrent avec un problème d'alcool. C'est 20 à 40% dans les EHPAD. 20 à 40% dans les EHPAD en France. Alors, la fourchette est large aussi parce que, toujours pareil, on n'a pas d'outils de dépistage. Et puis, on ne pose pas la question. Surtout pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui nous dit « Bah oui, monsieur, je bois ». Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Et puis, on ne parle pas du tout des impacts que ça peut avoir. Alors certes, il n'y a pas d'impact socio-économique chez les personnes âgées, il n'y a pas d'arrêt de travail, il n'y a pas de troubles de l'ordre public, il n'y a pas... Non, mais il y a des impacts au sein même de la famille, au sein même de l'entourage. Donc c'est ce qui nous a intéressés avec Pascal Ménessier, c'est de travailler, après avoir travaillé longtemps donc, sur l'alcoolisation du sujet âgé, ces conduites d'alcoolisation, c'est de repérer
un petit peu quelles étaient les difficultés des familles, d'une part, mais aussi des professionnels. Alors, deux situations, le domicile et l'institution. Je me suis personnellement intéressée au domicile. C'est longtemps négligé, car ça dérange moins. Je vous le disais tout à l'heure, on parle d'invisibilité, donc des personnes âgées qui s'alcoolisent. Et on retrouve deux situations à domicile, c'est-à-dire le sujet qui est isolé, c'est-à-dire que la famille n'est plus là ou elle est éloignée, elle n'accompagne plus son parent, et les aidants professionnels qui sont souvent donc associés donc, à ce sujet âgé, seul chez lui. Et puis le sujet, la famille, mais la famille qui a des difficultés, et puis les aidants professionnels donc, qui sont là. Ce sont des interventions, quand les interventions professionnelles sont là, elles sont souvent acceptées, mais j'allais dire un peu contraintes, et qu'elles sont subies. J'ai rencontré plus de 100 aides à domicile lors de ma recherche, et 99 donc ont bien voulu répondre à des questionnaires donc une étude quantitative, mais aussi des entretiens, une étude qualitative. Quand on leur demande leurs difficultés, des aides à domicile, donc 2/3 déclarent avoir des difficultés dans les maladies neurodégénératives et plus précisément la maladie d'Alzheimer, et 1/3 dans l'accompagnement donc des personnes âgées ayant des conduites d'alcoolisation. Dans l'analyse du discours, elles mettent en avant les difficultés en lien avec les représentations qu'elles ont de la maladie. Représentations qui sont souvent les mêmes que la représentation de la société. Mais aussi la progression, les difficultés liées à la progression de la maladie alcoolique. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une personne, je vois, elle s'alcoolise de plus en plus. Qu'est-ce que je fais? Ce sont des femmes qui ne sont absolument pas formées, qui n'ont aucun moyen, en plus, de se former au sein même de leur association ou de leur institution pour lesquelles elles travaillent. Elles ont des difficultés avec les familles, et on verra après, je vous expliquerai. Donc, quels sont le type de difficultés qu'elles ont. Elles ont des satisfactions, et tant mieux. Elles ont des satisfactions avec les représentations positives qu'elles ont de leur métier, c'est-à-dire l'accompagnement qu'elles donnent à la personne âgée. Et elles pensent qu'elles ont des compétences, et elles l'ont démontré à maintes reprises, pour pouvoir parler de l'alcool avec la personne âgée. Alors, elles disent souvent être les premières à mettre au jour les consommations abusives des personnes âgées. Elles disent aussi que leur fréquence de passage induit une angoisse que les aînés apaisent en buvant davantage. Elles sont dans une espèce de confusion de rôle qui est plus ou moins conscient avec l'aîné, avec des demandes de maternage de la part de l'aîné, mais souvent associées avec une empathie qui est complexe. C'est-à-dire qu'elles sont, je vous expliquerai ça après, elles sont souvent dans des comportements très ambivalents. Elles disent, elles ont l'interdiction, bien sûr, d'apporter de l'alcool, mais paradoxalement, toujours avec ce même type de discours, comment je fais pour lui dire non? Qu'est-ce que je fais? Je vais lui en apporter. Donc elles se mettent en danger, même par rapport à leur profession, au règlement. Elles se mettent en danger pour apaiser les souffrances du sujet âgé. Elles sont dans des contre-attitudes aussi, c'est-à-dire elles font une guerre sainte aussi au sujet âgé en leur disant non mais c'est terminé, vous avez vu comment vous êtes, je vais vous cacher l'alcool ou je vide l'alcool dans les éviers. Elles sont dans ce type de comportement de passage à l'acte donc parce qu'elles n'ont pas de possibilité autre. Alors, la famille, les aides à domicile et la famille, donc de conduite auprès du sujet âgé, les conduites abandonniques, donc de la famille, où là, l'aide à domicile va aider. Elle a été posée souvent par la famille pour qu'une aide à domicile donc, puisse intervenir. Il faut certes que le sujet soit consentant, mais aussi il faut que souvent la famille donne aussi son avis.
Voilà. Et souvent, on les retrouve dans une espèce d'interface entre elles, entre la famille et donc le sujet âgé. Et euh, très souvent, elles sont là aussi, donc pour remplacer la famille. Et la famille, donc, s'éloigne de plus en plus donc, du sujet, du fait qu'elles sont là. Certains auteurs, donc, appellent ça le rôle de substitut familial et elles se désignent aussi pour dire, mais de toute façon, la famille, elle a un comportement qui n'est pas adapté. La famille, donc, a abandonné le sujet âgé et donc, bien, c'est moi, c'est mon sujet âgé qui est là, c'est ma personne âgée qui est là et donc, je vais essayer de l'accompagner du mieux possible. On appelle ça aussi la suppléance familiale qui donne un sens à ce qu'elles font. Ce sont aussi une profession majoritairement féminine, comme je vous le disais, qui n'a pas de connaissances particulières du vieillissement déjà en règle générale, mais aussi des conduites d'alcoolisation du sujet âgé. Elles sont quelque part, il y a peu de reconnaissance donc de ces personnes-là par rapport au travail qu'elles font. Elles sont aussi dans l'invisibilité sociale, ces jeunes femmes, même si il y a eu des plans en disant que c'était un secteur d'avenir pour certaines personnes, même si voilà, on prônait ce genre de choses. Donc ça contribue à donner un sens à leur métier, un sens à ce qu'elles veulent apporter auprès de la personne âgée. Et puis très vite, eh bien, elles ont un sentiment d'indispensabilité. Donc, il y a qu'elles qui peuvent éventuellement sauver la personne âgée ou tout au moins l'accompagner. Comme une appropriation du sujet âgé, c'est-à-dire c'est ma personne âgée. Voilà. Donc là, je suis pareil, dans une espèce de contre-attitude qui fait que je dois sauver la personne âgée dans une espèce de guerre sainte. Je dois la sauver absolument. Donc, elles veulent réparer. C'est aussi une réparation pour le sujet âgé, mais aussi une réparation pour elles aussi. Parce que dans les discours, ce qui m'a particulièrement étonnée, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est que systématiquement, elles sont aussi dans la réparation de quelque chose, de leur vécu, de leur famille. Voilà. Et de donner à l'autre, ça a un sens bien particulier pour elles. Donc, je disais tout à l'heure, deux conduites des familles, donc la conduite abandonnique, mais aussi la conduite de réparation de l'âgé. C'est-à-dire que, mais voilà, on a une professionnelle qui arrive, eh bien, on va lui demander, tout simplement, de faire arrêter les conduites d'alcoolisation du sujet âgé. Et très souvent, elles sont dans ça. C'est-à-dire que on vous a mis là, on vous paye, eh bien, il faut qu'il y ait des résultats. Donc, vous avez un âgé, donc vous allez l'aider à arrêter ses conduites d'alcoolisation. Donc le conflit n'est plus entre la famille, bien sûr, et l'âgé, mais là, le conflit est entre donc l'âgé et l'aidante à domicile. Et bien sûr, la famille ne faisant plus partie du problème, puisque c'est l'aidante qui est le problème. Et là, c'est un rôle de substitut familial, mais là qui est attribué par la famille. Et donc, ça permet de penser donc l'image du parent autrement pour la famille. Donc le déplacement, là, pour l'aide à domicile, il n'est plus du tout sur l'âgé, il est sur la famille, c'est-à-dire répondre aux besoins de la famille et non plus répondre aux besoins de l'âgé. Donc souvent, ça se finit par des sentiments d'isolement, de conflit avec la famille, qui vont jusqu'à des conduites inadaptées et quelque part des conduites maltraitantes auprès de l'âgé. En EHPAD, yes we can. En effet, je peux. Je peux boire en EHPAD. Nous en parlions tout à l'heure. Vous voulez dire un mot, non? Sur ce que vous me disiez tout à l'heure, ça sera très bien comme ça retranscrit. Ça marche pas. D'un proche qui est en EHPAD depuis 1 an maintenant et qui a découvert l'alcool en arrivant en EHPAD. Parce que boire du vin à table, ça faisait partie de la coutume dans une EHPAD qui pour autant
travaille extrêmement bien sur, par exemple, la prescription de médicaments psychotropes. Mais la coutume était là, et avec la problématique de la dégénérescence aussi, ne plus avoir goût, d'appétence à l'eau, parce que la dégénérescence fait que l'eau, on n'arrive pas à retrouver le goût d'avant, et ben, l'alcool, c'était pas inintéressant. Et donc, de ce fait, une initiation de la conduite alcoolique, des conduites addictives, pas forcément dans des problématiques majeures, mais découverte à 77 ans. Merci. C'était très intéressant, mais oui. Oui. Alors, en EHPAD, il y a une grande proportion de résidents, bien sûr, qui sont très âgés, plus de 80 ans, c'est à peu près la moyenne, alors qui sont bien souvent dépendants, qui ont des pathologies, hein, donc, et notamment des troubles cognitifs avérés, qui sont polymédiqués, donc qui consomment beaucoup de médicaments, voilà, qui sont beaucoup plus fragiles, vulnérables, et surtout à très peu d'alcool. Alors j'ai envie de vous poser la question. Très peu d'alcool, c'est quoi? Ah, question. Pardon? Une bouteille par jour. Ça, c'est de ton côté, c'est chez toi, ça, hein, Thierry? Oui, bien sûr. C'est pas mal chez toi. Mais encore. Mais c'est pas de l'alcool, il a raison. En Belgique. Alors en Belgique, on a l'expérience de la Belgique, ok. Mais c'est quoi très peu d'alcool? Pardon? Là, j'ai mes étudiantes, là. Elles le savent. Ok, ok. Bah, quand on n'est pas âgé, c'est combien par jour? Qui me dit 3 verres? Ouais. Super. Très bien. 3 verres, donc, ouais, pour les hommes et 2 verres pour les femmes. Dommage. Pour les personnes âgées, un carafon au midi, un carafon. Un demi. Ah oui, j'ai mal entendu. Ouais, ouais, ouais. C'est 0. Du fait de médicaments. Du fait des médicaments, du fait des pathologies. La recommandation, c'est 0. Donc on comprend, et vous le disiez tout à l'heure, hein, qu'un repas, un verre à midi, un verre le soir, et puis j'en passe des meilleurs, ça soit un petit peu compliqué. Donc fragile, vulnérable à très peu d'alcool. Alors l'accès à l'alcool, on le disait à table, mais pas que. Dans les EHPAD, il y a des cocktails. dans les bars, il y a des cocktails, on va dire, dans les chambres aussi. Il y a des cocktails, voilà, diverses et variés pour fêter un petit peu tout. Voilà, il y a des bars improvisés dans les chambres aussi, hein. Il y a des bars voisins aussi. Il y a des achats entre résidents. Bah oui, celui qui est un petit peu moins dépendant, bah, il reçoit, il y a des problèmes d'argent souvent, mais bon, dans les EHPAD. Mais ça peut être aussi les professionnels. Ça peut être aussi les professionnels. Et puis c'est les familles aussi qui amènent donc de l'alcool. Voilà, donc on a tout ça. Donc l'alcool est particulièrement, on va dire, facile d'accès. Alors, ça c'est une étude qu'a fait Pascal Ménessier donc, sur les réticences donc, soignantes. Et la difficulté d'approcher pour parler de l'alcool du sujet âgé et la prise en compte du sujet âgé. Donc ça a été une étude en 2008 et en 2011 qui a été donc réalisée auprès d'infirmières et de médecins. Eh bien, un tiers ont des difficultés à parler donc de l'alcool avec les sujets âgés. On a aussi des personnes qui sont mal à l'aise, hein, pour aborder, donc en abordant des sujets âgés. Crainte de blesser pour soigner, donc les personnes âgées. Manque de motivation pour soigner les personnes âgées. Impression prédominante d'incurabilité. Inadapté de parler, inutile avec les personnes âgées. Et de proposer un sevrage, on n'en parle presque pas, même pas, pour les personnes âgées.
je plante l'atmosphère à tous les coups, moi, hein, je le sais. 5 minutes pour ça, pour leur faire retrouver un petit quelque chose. Ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur. Ah, oui. Là, c'est plus intéressant. OK. Les conduites des soignantes. Eh bien, il y a ou une alliance qui est faite avec l'AG, et donc, voilà, dans le soin. Et le conflit est déplacé sur la famille, et donc c'est plus facile comme ça de parler du sujet de l'alcool avec donc le sujet âgé. Permet aussi aux soignants de désigner la famille comme faisant problème à la situation. On rejette donc le problème, mais aussi des alliances avec le système familial. C'est-à-dire que ça permet au système familial et aux soignants de se restaurer, tout simplement. Dès lors que, dans un pacte narcissique, dès lors que on a des difficultés aussi de pouvoir parler, on a des difficultés de pouvoir accompagner l'autre. Et puis aussi des alliances entre soignants, contre l'âgé, contre la famille, parce que ça devient intolérable de voir quelqu'un donc qui s'alcoolise, une personne âgée qui s'alcoolise. Et donc un sentiment d'isolement du soignant vis-à-vis des conduites d'alcoolisation. Et là, il y a une priorisation, bien sûr, de la souffrance du soignant vis-à-vis de la souffrance donc de l'âgé. Donc, on a vu mes alliances donc avec la famille, et en deuxième point, eh bien, alliance entre les soignants. Quand il y a ces mésalliances, il y a souvent des conduites donc inadaptées vis-à-vis des familles et un sentiment de toute puissance donc des soignants vis-à-vis de la famille. Vous avez vu, je n'ai pas remonté le niveau positif. Je dirais, en conclusion, que on aimerait avec Pascal que nous soyons beaucoup plus nombreux à travailler ce sujet. Puis on aimerait aussi, tout simplement, on souhaiterait que il y ait des réseaux de soins, dans l'alcoolologie. Je parle aujourd'hui de l'alcoolologie, mais dans quelques temps, ça sera tout autre chose. Ça sera d'autres produits, hein, le tsunami argenté, comme disent les Américains, hein, d'autres produits qui vont atterrir, on va dire, dans les maisons de retraite ou bien à domicile, avec des soignants qui ne sont absolument pas formés à ce genre de choses et surtout qui n'envisagent même pas de travailler hein, avec les familles, avec l'âgé. Donc, des réseaux de soins seraient tout à fait donc, adaptés dans les institutions, mais aussi à domicile. À domicile, il m'est arrivé donc une expérience personnelle avec le docteur Le Caillé, donc de travailler avec la Croix-Rouge et de monter un réseau donc sur la région parisienne où eh bien, il y avait des visites à domicile par déjà une équipe soignante, infirmière, aide-soignante qui détectait donc les problématiques, mais aussi derrière donc une intervention psychologique, mais aussi derrière l'intervention d'un médecin alcoologue à domicile. Donc tout est à créer dans le domaine de l'alcoolologie du sujet âgé, voilà, que de bonne volonté peut-être, donc pourrait nous rejoindre. Donc c'est un peu un appel, vous comprenez, on se sent un peu seul. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Alba. Beaucoup de choses seraient à dire. Sachez qu'en dans le Sud, là, est en train de se mettre en place un programme européen de réseau autour de la personne âgée, Aptitude, qui est coordonné entre mon institution et le Gérontopole. Et la question des conduites addictives, il y a une place, peut-être petite par rapport à ce qu'elle devrait, mais il y a une place véritable. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose. Je la note. Hein. Voilà. Aptitude, Céline Mathieu, voilà, c'est important. Des questions? Oui. Alors, Madame, puis Jean-Pierre dans la foulée. Thierry will have to translate for me because I'm from Ireland. Thank you very much. My English is very... English is fine.
I have to say I'm so delighted to hear you, Alba, because I thought I was working on my own with this issue in Ireland. Because we have a huge proportion of people of age who are dealing with alcohol issues. I work with people with head injuries with alcohol issues, and it's not talked about at all, because most of them are elderly and most of them are never offered treatment. So I'm delighted to actually hear you talking like this, and it's wonderful that this is actually being put on the agenda. I've talked about it at 3 after conferences now, and every time I talk, it's like, oh, I didn't realize that. So it's wonderful to hear this work is going on in France as well. So thank you for that. Merci. Translate? Oui, donc Monica travaille en Irlande et elle est aussi intéressée par les problématiques de personnes âgées. Et donc, elle était et dans ces problématiques de personnes âgées, les problèmes d'alcoolisation sont aussi importants et aussi peu connus ou parlés. Et donc, elle, en Irlande, a aussi un peu les mêmes positions que toi quand elle présente des conférences sur cette question. Et donc, elle est très heureuse d'entendre que ça, voilà, le travail que vous faites et que vous développez. Et que, effectivement, you may have some links together. Yes. Thank you very much. Alors moi, j'aurais une remarque, mais c'est pour... c'est presque une private joke, mais puisque tu as questionné sur les rapports et que je suis membre du groupe d'appui technique de Santé publique France, vous dire que la nouvelle campagne va commencer et qu'hélas, ou tant mieux pour certains, les repères viennent d'être actualisés. Donc c'est pas plus de 10 verres OMS par semaine, pas plus de 2 par jour, et avec des jours sans. Et il n'y a plus de différence homme-femme. Voilà. Ah, tant mieux. Voilà. Alors après, il va falloir faire avec, parce que pour les expliquer, ces repères, et on est d'accord, c'est le repère adulte, standard, ainsi de suite. Ça n'élimine pas ce que tu disais, qui est que sur la personne âgée, pour cause. Deuxième, alors non plus remarque, mais échange, pour aller dans ton sens, l'invisibilité de ces publics. C'est quand même quelque chose d'absolument étonnant. Et là, il y a un vrai travail spécifique à faire. J'ai un exemple encore récemment, donc dans l'endroit où je travaille, vous avez compris, c'est les CSSP+. Je vois arriver 5 filles, 5 femmes, extraordinaires, comme dans certains romans anglais du début du siècle ou de la fin du précédent. L'aînée, là, et la cadette avec le bébé dans la poussette. Elles viennent parler de leur père, ancien un de ces fleurons de notre industrie, habitué aux repas d'entreprise, papa depuis quelque temps fléchi dans les repas de famille. Le problème de papa, c'est juste qu'il a continué à boire ce qu'il buvait quand il était avant, et que ça ne passe plus maintenant. Et là, on voit comment le système familial, le regard de ses filles sur cet homme tout-puissant qui a écrasé la moitié de la France par ça, personne n'ose rien dire, et on le regarde se détruire en se disant, qui osera prendre le premier coup pour lui dire, papa, tu es en train de boire trop. Voilà. C'est l'urgence de réagir, c'est aussi bien ça. Sûr, bien sûr. Et je voudrais, ça m'évoque une autre idée que je n'ai pas dit et que je voudrais développer. Il y a différentes formes d'alcoolisation. Hein, ça aussi, c'est important chez le sujet âgé. Il y a la personne qui commence à s'alcooliser, hein, donc un petit peu plus jeune et qui perdure dans le temps. Alors, on considère qu'au vu de l'âge aujourd'hui de nos personnes âgées qui s'alcoolisent, ce sont des gens qui ont peut-être arrêté pendant un certain temps et qui ont repris après. Mais ce qui est le plus délicat aujourd'hui, c'est peut-être une deuxième forme, j'ai envie de dire, une deuxième typologie. C'est-à-dire, c'est à partir de la soixantaine. Ce sont là aujourd'hui des femmes qui commencent à s'alcooliser à partir de 60 ans et qui ne l'avaient pas fait auparavant. C'est-à-dire qui n'avaient pas ce passé, hein, éventuellement. Donc ça aussi, c'est important. Et qui associent leur alcoolisation avec des psychotropes, souvent. Et là, pour le coup, bon, en tant que thérapeute, ça nous interroge beaucoup. Voilà, tout en sachant que c'est suite souvent à des événements de vie, à des vulnérabilités. On parlait de vulnérabilité, très certainement, mais des vulnérabilités internes, des vulnérabilités externes. Hein, la maladie du conjoint, éventuellement
un deuil quelconque, mais aussi, on va dire, la cinquantaine pour la femme, c'est pas si facile que ça non plus. Et aujourd'hui, au niveau de la société, la représentation aussi de la société qui font de ça aussi. Donc voilà, je voulais préciser ça aussi. Alors, juste après, j'aurais une petite question, mais comme me faisait remarquer Catherine à très juste titre, un verre, mais what size? Et si... Et comme on dit dans le sud, on dit un verre de whisky, un doigt de whisky dans le verre, mais... Non, ma question plus sérieuse, c'est parce que je sais le travail que tu as fait, c'est que tu nous dises aussi quelque chose, parce que moi ça m'avait beaucoup touché, de l'alcoolisation des aidants professionnels que tu as découvert en s'occupant de l'alcool des ben vieux. Oui, bien sûr. Des aidants professionnels. Enfin, je ne parle pas des aidants éventuellement aussi familiaux, parce que ça aussi, mais des aidants aussi professionnels. Les aidants professionnels, donc les aides aussi à domicile, hein, qui ont aussi des conduites d'alcoolisation. Et je dirais aussi le personnel soignant de certaines institutions aussi, dans les institutions, qui ont aussi donc des conduites d'alcoolisation. Oui, je vais y arriver, les identifications à l'autre qui s'alcoolise. Et qu'est-ce que je fais de ça? Quelle est la souffrance qui se surajoute à ça? Ma culpabilité de dire à quelqu'un éventuellement de s'arrêter alors que moi, je consomme moi-même. Je consomme généralement après le service, jamais pendant. Hein, je consomme quand je suis seule à la maison. Parce que aussi, ça s'adresse aussi, l'aide à domicile, à des personnes qui ont beaucoup de difficultés, qui ont des difficultés sociales en règle générale. Donc, qui sont seuls, qui élèvent les enfants. On a toujours ce profil. Hein, j'avais fait une petite étude socio, donc qui sont dans cette culpabilité-là et qui sont dans cette disposition-là. Voilà. Oui, puis ça rajoute à l'invisibilité. Parce que mais ça rajoute aussi à l'invisibilité. On se cache, bien sûr. On a encore un peu de... Oui, alors moi, je voulais poser une question sur... est-ce que vous avez pu parler avec les sujets âgés de leur dépendance et de leur addiction? Et qu'est-ce qu'ils peuvent en dire, en fait, à quelle utilité ça fait référence pour eux? Et je voulais faire le pendant avec les adolescents, puisque je travaille avec des adolescents. On arrive à parler facilement avec eux de leur consommation. Alors, pas d'alcool, mais davantage de cannabis. Mais en tout cas, ils peuvent nous expliquer pourquoi ils consomment. Pour beaucoup, c'est pour les aider à s'endormir. Et ça peut remplacer, dans leur tête, ça fait l'effet d'un médicament pour s'endormir. Et est-ce que vous avez réussi à avoir ce type d'échange avec les sujets âgés? Donc ça fait partie d'une autre étude. Oui, le pouvoir anesthésiant donc du psychotrope, hein, donc puisque l'alcool étant un psychotrope, oui, on le ressent. Mais c'est aussi la lutte contre un petit peu l'isolement, hein, c'est-à-dire je suis seule, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? C'est aussi la lutte contre le vieillissement, des vieillissements qui sont compliqués parce que de toute façon, j'ai des pertes narcissiques très importantes et donc par conséquent, je vais les combler un petit peu avec ça. Chez les femmes, donc la deuxième sorte d'alcoolisation, la deuxième typologie, c'était de toute façon à quoi je sers, qui je suis et à quoi je sers. Mes enfants sont partis, mon mari s'occupe plus de moi, ou tout au moins est affairé autre part, ou bien alors, s'il n'est plus là, mais j'attends de mourir. J'attends tout simplement de mourir. L'angoisse d'attente, très exactement, qui avait été donc proposée par un autre auteur. Voilà. Ça, l'angoisse d'attente, et puis aussi une dépression identitaire, c'est sûr aussi. Donc, ce que je disais, qui je suis, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais devenir. Donc voilà, on a ça. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a pu identifier. Ouais. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question.
les possibilités de thérapie, de suivi, parce que c'est quand même ce sont des gens qui ne vont pas se déplacer. Oui. Ça, on est d'accord. Je crois que c'est 1%. 1% de plus de 65 ans, 70 ans qui se déplacent dans les centres. Donc ça veut dire que vraiment l'alcoolisation est à domicile. Et donc c'est pour ça que les aides à domicile sont particulièrement importantes dans cette prise en charge. Après, le soin thérapeutique, je dirais que c'est en fonction de ce qu'il veut lui aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est s'il le désire. S'il le désire, il a le droit, d'un point de vue éthique, il a le droit de refuser aussi. La responsabilité tout à l'heure. Moi, je retiens aussi que là-dedans, on pourrait y intégrer la réduction des risques et des dommages. Bien sûr. Parce que tout ne peut pas être que thérapie. Et la réduction des risques et des dommages était quelque chose. On a organisé l'année dernière une journée sur addiction et handicap. Donc, ce n'était pas la personne âgée, c'était les personnes en situation de handicap, souvent au domicile et qui travaillaient avec des SAD, donc des aides à domicile. Et il y avait eu tout un protocole, des remontées d'expérience qui, par exemple, plutôt que de verser la bouteille dans l'évier, ils apprenaient à la personne en situation de handicap de compter. Et donc, ils faisaient des barres sur la bouteille pour savoir ce qui avait été bu et de pouvoir échanger avec ça. Et ça s'était passé par un processus d'accompagnement de ces personnes intervenant à domicile. Et des initiatives de cet ordre-là, je me dis qu'il y en a un certain nombre qui sont assez méconnues et qui mériteraient un travail parce que finalement, c'est de la clinique au sens large du terme, c'est de l'adaptation en étant au chevet de la personne et en s'adaptant à sa problématique. Je crois qu'il y a vraiment ce travail de collégier des expériences qui pourraient servir d'exemple, parce que je crois que dans cette situation un peu taboue, un des problèmes que l'on a, c'est que comme on n'a pas de solution facile, il n'y en a pas de solution facile, mais quelques petits outils comme ça qui pourraient aider, ça renforce encore plus le tabou. Il y a quand même des solutions, enfin c'est des solutions, je ne sais pas si c'est des solutions, mais il y a quand même des accompagnements qui pourraient être proposés, et il y en a qui ont fait leur preuve aussi. Déjà, le soin relationnel, c'est déjà quelque chose d'important, l'alliance. Et là, on va dire, les aides à domicile, si elles sont formées à ça, elles peuvent déjà enclencher quelque chose. Donc il y a déjà ça. On sait pertinemment aussi que éventuellement les groupes d'aînés, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Hein. Les groupes de parole d'aînés, ça fonctionne. Mais le tout, c'est le déplacement vers toutes ces initiatives-là. Voilà. En fait, il faut que ça parte du domicile pour éventuellement, après, extérioriser les choses. Juste une petite question, parce que j'ai trouvé très, très intéressant cette liaison entre le vieillissement et la consommation de l'alcool, spécialement dans notre société. Et je voulais vous poser, si dans cette étude que vous avez fait, il y a un composant social. Parce que, en Espagne, cette consommation dans cette partie de la vie, le troisième âge, elle a un composant social qui est très, très important aussi. C'est-à-dire ça fait partie d'une manière d'être avec d'autres. Et il y a, au Pays Basque, par exemple, c'est très connu, il y a ce parcours dans les bars qui se font, et qui se font dans certains âges aussi. Donc ici, c'est plutôt un composant de handicap de gens qui restent à la maison. À la maison. Voilà. À la maison. Il n'y a pas ce parcours. Il n'y a pas cette façon de faire, d'aller au café, enfin quand on est plus âgé, d'aller. Alors il y en a certains, oui, mais c'est pas la majorité, d'aller au café, rencontrer l'autre et de boire cette manière conviviale, un petit peu qui a cet aspect convivial de l'alcool et de la fête pour rencontrer l'autre. En France, non. En France, non. Ça reste, c'est solitaire. L'alcoolisation du sujet âgé est solitaire. Et solitaire, oui. On peut prendre une dernière question. Alba, vous avez fait le tour de la question, a priori. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Alba, pour ces deux interventions très, très pertinentes, très intéressantes. Merci aux gens qui sont restés jusqu'à cette heure tardive. Je vous rappelle qu'il y a une dernière plénière de clôture tout de suite dans cet auditorium, donc ne bougez pas.